je suis très heureuse de vous retrouver ici aux portes du plateau de Millevaches où sont installées de nombreuses exploitations agricoles, en particulier de l'élevage de vaches limousines. Cette région se distingue aussi par la grande vitalité de son tissu associatif avec de belles initiatives locales pour développer la transition écologique en milieu rural. Car c'est l'un des grands enjeux aujourd'hui. Comment l'agriculture française peut-elle faire face à la crise climatique alors qu'elle est elle-même traversée de bouleversements profonds ? Autrement dit, est-ce que les propositions faites dans l'encyclique Laudato Si sont vraiment réalistes pour le monde agricole ? Eh bien, je vous propose d'en parler tout de suite avec nos deux chroniqueurs, Manon Rousselot-Payet, qui est présidente du MRJC, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et le père Arnaud Favard, qui est prêtre de la Mission de France. Je les retrouve tout de suite, c'est parti. Bonjour Manon, bonjour Arnaud. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Merci d'être ici avec nous. Merci à vous Arnaud d'avoir traversé tout le Limousin pour venir nous voir depuis le Puy-de-Dôme où vous habitez. Alors Arnaud, vous êtes prêtre de la Mission de France. C'est ce qu'on appelait avant, je crois, prêtre ouvrier. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la vocation des prêtres de la Mission de France, c'est d'être présents aux réalités les plus étrangères à la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi le travail a toujours été un axe de partage de vie, de connaissances, des milieux de vie des personnes, et en particulier que ce soit en rural ou en monde ouvrier. Et alors vous, qu'est-ce que vous avez fait comme travail auparavant ? Moi, j'ai appris le métier de conducteur d'engins de chantier, voilà, les pelleteuses qui creusent des tranchées dans la rue pour poser de l'eau, du téléphone, du gaz, toutes sortes de services qu'on a à la maison. Vous étiez conducteur d'engins de chantier et prêtre en même temps, en fait. C'est ça ? J'étais en même temps, j'ai fait les deux, voilà. Et puis à 40 ans, le dos avait bien souffert en étant agité sur les engins et je suis passé au transport scolaire. Et alors, vous êtes aussi délégué de la mission rurale pour l'Église de France. Qu'est-ce que c'est ? La mission rurale, c'est un service de la Conférence des évêques de France qui s'efforce de soutenir, d'aider les acteurs de la mission rurale, les acteurs des diocèses ruraux pour développer la mission rurale. Voilà. Donc, l'Église est souvent... Dans les paroisses se sont recentrées plus souvent dans les villes et les ruraux ont eu l'impression d'être abandonnés par l'Église. Et donc nous, on essaye plutôt de montrer que l'Église a envie, comme elle l'a été longtemps, présent aux réalités diverses du monde rural. Alors Manon, ici on élève des vaches et vous venez aussi d'une région d'éleveurs et de viticulteurs dans le Jura et vous êtes présidente du MRJC. Qu'est-ce que c'est le MRJC ? C'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne. Avant son nom, c'était la JAC, la jeunesse agricole catholique. Et c'est un mouvement d'éducation populaire qui est entièrement géré et animé par des jeunes ruraux qui pensent des projets pour leur territoire. Voilà. Okay, on pourra en reparler tout à l'heure. Et vous êtes tous les deux des acteurs du monde rural et agricole, on peut le dire comme ça, engagés pour des questions de transition écologique. Comment vous en êtes arrivés là ? Est-ce que vous avez un goût, une sensibilité pour la nature, la création, l'écologie ? Manon ? Je pense que de grandir dans une famille d'agriculteurs, ça aide beaucoup, en tout cas où le rapport à la nature et au vivant, il est mêlé au rapport au rural et à l'agriculture. Et une maman aussi très écolo qui, je pense, a beaucoup joué dans ma sensibilité pour l'environnement. Vous, Arnaud ? Eh bien, tout petit, j'adorais prendre soin de la ferme de mon grand-père, des vaches, et donc prendre soin de la terre, pour moi, ça a toujours été une préoccupation importante. Et puis après, en grandissant dans le scoutisme, on apprend à prendre soin de la nature, à comprendre son environnement, à regarder les arbres, les oiseaux. Voilà, donc c'est des réalités qui me sont très chères. Eh bien, ces préoccupations nous concernent tous. Je vous propose dans cet épisode que l'on aille à la rencontre de Frédéric, qui est un agriculteur de Vendée en pleine transition écologique. On ira ensuite voir Ingrid, qui fait tourner sa ferme avec des ânes. Et puis Étienne, qui est passionné de permaculture. Vous allez le voir, un dialogue entre l'agriculture et l'écologie, vivant, fécond et bien possible. On va s'installer en plateau ? Allons-y. Allez, c'est parti. Depuis une cinquantaine d'années, le secteur agricole français est confronté à deux crises de taille. D'une part, la crise climatique qui impacte directement les agriculteurs à travers des épisodes de sécheresse, des sols de moins en moins fertiles ou encore des inondations. Et puis, ce qu'on appelle la crise du monde agricole qui a été révélée en janvier 2024 et a mis en lumière un profond malaise paysan et un modèle agricole sous tutelle européenne. Je vous propose qu'on aille tout de suite sur le terrain pour rencontrer un agriculteur qui subit ces deux crises. Il s'appelle Frédéric Martineau, il vient de Vendée.
et il produit des céréales et de l'élevage comme ses parents et ses oncles avant lui. Vous allez le voir, il se pose beaucoup de questions. Regardez. Ce que j'ai appris à l'école, malgré mes cours d'écologie, c'était quand même faire de la production et c'était comment reconnaître les mauvaises herbes, qu'est-ce qu'on met comme produit sur les mauvaises herbes, quelle analyse de sol on fait pour mettre quel engrais, quelle quantité d'engrais. Voilà, c'était plutôt ça. Aujourd'hui, je me dis, ça c'est quand même peut-être dépassé. Et on se rend compte que des fois, c'est quand même le commercial qui vous incite à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Mais ça, c'est une prise de conscience vraiment assez récente. J'ai pris conscience aussi que j'étais entouré d'oiseaux qui chantaient, que je les entendais pas, que je les écoutais encore moins. Et puis finalement, depuis 3 ans, je fais un concert d'oiseaux. Donc, je me suis rapproché de gens qui sont proches de la LPO. La LPO qui m'aurait donné des boutons il y a 10 ans, parce que les gens de la LPO, c'était forcément des extrémistes écolos qui voulaient la mort des agriculteurs. C'est l'image qui évolue de l'écologie. Je pense être un agriculteur qui a le discours écologique, qui n'a pas franchi toutes les étapes pour devenir un vrai protecteur de milieu. Prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Manon, ce témoignage de Frédéric, est-ce qu'il ressemble à ce que vous ressentez dans votre quotidien Est-ce qu'il ressemble aux agriculteurs que vous côtoyez au MRJC ou dans votre entourage? Ouais, dans mon entourage, pas mal autour de chez moi. En tout cas, c'est les agriculteurs avec qui je vais être le plus facilement en contact. Je pense que Frédéric, il doit être à peu près de la même génération que mon papa. Et ça me parle beaucoup, ce qui ramène sur les questions de la formation agricole qu'il a reçue, les commerciaux qui viennent aussi sur l'exploitation pour l'encourager à acheter certains produits, à faire certains investissements, etc. Et je suis assez admirative parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile que de penser contre soi-même et contre ce qu'on a toujours appris pour entamer un chemin de conscientisation. Il dit que c'est important déjà comme première étape, mais c'est une étape admirable en fait déjà de l'avoir passée, quoi. Mm-hmm. Arnaud, vous rencontrez beaucoup d'agriculteurs, vous, en Creuse ou bien dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui est le plus dur pour eux? Le plus dur pour eux, c'est de savoir quel sera leur revenu à la fin du mois, avoir un revenu digne. Récemment, j'ai vu Romain qui fait des vaches laitières et qui m'a dit, quand j'ai commencé à 20 ans au sortir du lycée agricole, la première chose que je faisais en me levant le matin, c'est d'aller voir mes vaches. 10 ans après, aujourd'hui, la première chose que j'ouvre mon smartphone et je regarde mon compte en banque. Est-ce que je vais pouvoir acheter de l'engrais? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Donc, avoir un revenu digne, c'est vraiment la préoccupation qui angoisse les agriculteurs aujourd'hui, parce qu'on n'achète pas l'alimentation, la nourriture, nous consommateurs, au prix qu'on devrait. Manon, vous parliez de votre père qui est viticulteur. Est-ce qu'il subit lui aussi de plein fouet les effets du réchauffement climatique? Oui, mais comme beaucoup d'autres vignerons. En fait, il y a des intempéries qui sont inhérents au métier d'agriculteur et au fait de dépendre aussi de la nature. Je pense à la grêle, je pense au gel aussi, mais on observe une occurrence beaucoup plus fréquente de ces catastrophes-là qui en fait peuvent certaines années éliminer jusqu'à 80% de la production sur une année, quoi. Donc finalement, on entend dans ce que vous dites que les agriculteurs sont confrontés à des défis très nombreux, d'importance. Est-ce qu'il y a plusieurs crises dans l'agriculture ou bien est-ce qu'on parle d'une crise complexe? Est-ce que tout n'est pas lié, comme nous dit le pape François, Manon? Oui, tout est lié. Et en fait, tout est lié et parfois rentre même en incohérence. C'est ce qui rend la crise aussi très complexe. Il y a une conscience très forte chez beaucoup d'agriculteurs des conséquences du réchauffement climatique qui sont les premiers à subir de plein fouet. Et en même temps, être étranglé par les dettes et par tout un tas d'autres engagements financiers qui font que c'est très difficile aussi de recevoir des normes environnementales, difficiles à mettre en place, etc. Donc il y a des choses en elles-mêmes qui rentrent en collision dans la réflexion à mener et la manière de vivre les choses. Arnaud, vous le voyez sur le terrain, tout est lié aussi? Tout est lié, bien sûr, oui. Cette course à la performance, à la compétitivité, cette course aux grosses machines entraîne un endettement très fort et qui a des conséquences sur le sol, sur la manière dont on considère le sol. Sur le reportage qu'on a vu, là, je suis bénévole à l'LPO, alors c'était émouvant de pouvoir écouter à la fois sa crainte de la LPO et en même temps, aujourd'hui, écouter les oiseaux. Ça veut dire que la nature est vivante, quoi. Hein, c'est du vivant, c'est pas des machines.
Voilà. C'est considérer aussi bien le sol que les arbres, que les animaux, comme des partenaires, des alliés avec qui on va travailler. Alors on vient de le voir, le monde agricole souffre à tous les niveaux, mais pourquoi est-ce que ça nous concerne? Pourquoi, en tant que chrétienne et chrétien, on doit être attentif à ces enjeux? On en parle tout de suite dans cette seconde partie. Manon vient de nous le dire, vous nous l'avez bien expliqué, les agriculteurs sont confrontés à la fois aux effets du réchauffement climatique et puis sont aussi sommés de réduire leurs impacts environnementaux et sont parfois accusés eux-mêmes d'être des pollueurs. Manon, en fait, les agriculteurs aujourd'hui sont dans un dilemme impossible. Comment faire? Est-ce qu'on peut vraiment leur demander de travailler dans l'agriculture et puis d'être écolo en même temps? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur une compréhension du rapport entre agriculture et environnement qui tombent souvent dans des écueils, dans des clichés. Je pense qu'il est important de défaire avant de parler de ce qui incombe ou non aux agriculteurs. Et notamment, en fait, si on se dit que l'écologie, c'est prendre soin du vivant, alors à ce moment-là, l'agriculture, c'est une interaction avec le vivant qui est très forte et qui est très riche. C'est se rendre compte que sur une parcelle qui est pâturée correctement, il y a une biodiversité qui est beaucoup plus riche que dans des espaces qu'on laisserait à l'état dit de nature. C'est se rendre compte aussi que les paysans, ils ont un rôle central dans le fait d'ouvrir des espaces, de façonner le paysage. Est-ce que c'est pas justement quelque chose qu'on peut reprocher parfois à l'agriculture? On dit des paysans qu'ils défigurent le paysage avec leurs champs. En fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui, pour moi, tient d'une conception du rural qu'on voudrait et notamment du patrimoine rural au sens large, que ce soit le patrimoine paysager, le patrimoine architectural, le patrimoine immatériel aussi, qu'on voudrait authentique, nature, pour répondre à un besoin d'un regard esthétique que l'humain porterait sur le rural, ce qui est nier le fait que le rural, c'est le fruit de tout un tas d'interactions, de dynamiques, d'acteurs différents, et qu'en fait, l'agriculture, oui, elle est là pour façonner l'espace rural. En fait, au MRJC, dans mon association, on dit beaucoup qu'on ne veut pas d'une nature qui soit sous cloche et qu'on ne veut pas non plus d'une nature qui soit exploitée. Et donc, le véritable problème, c'est l'agro-industrie, ce qui vient avec, des immenses champs de monoculture qui, oui, en effet, participent à ravager le paysage, mais c'est toujours important de remettre ça dans un système. C'est pas aux agriculteurs tout seuls de trouver les moyens de revenir sur quelque chose sur un système qui s'est implanté depuis les années 50, quoi. Arnaud, j'aimerais qu'on vous écoute à présent et notamment, je voulais vous poser cette question. Dans la Genèse, et c'est un petit peu ce qu'évoquait Manon, on a cette phrase, il est écrit « L'homme doit remplir, dominer et soumettre la terre ». Alors c'est intéressant cette phrase, est-ce qu'on ne l'aurait pas mal comprise pendant des siècles? Bien sûr, vous avez raison de citer cette phrase parce qu'elle a été sujette à tant de malentendus. Je vais citer le pape François dans son encyclique Laudato Si qui dit « Nous avons grandi en pensant que nous étions propriétaires et dominateurs de la terre ». Voilà, grandir, hein. C'est le lot aujourd'hui de l'agriculture intensive, grandir en surface, grandir en performance, grandir en compétitivité. Il faut toujours grandir. On vient de vivre les Jeux Olympiques, hein, et plus haut, plus fort, plus vite. Oui, bel idéal. Et en même temps, en voulant toujours grandir, on ne fait que accroître. Alors faut-il être dans une spirale non vertueuse où on va, comme dit le pape, poursuivre un accroissement continuel de bien, de plaisir, ou bien faut-il croître en sagesse, hein, croître et accroître, voilà, c'est un jeu de mots mais derrière il y a une question spirituelle où il faut s'interroger sur le fait de est-ce qu'on est là pour dominer la nature ou la soumettre? Alors si vous voulez, on va aller regarder la suite de la Genèse parce que on peut isoler un texte de la parole de Dieu et penser qu'il va illustrer le propos. En fait, la Bible, elle n'expose pas des vérités, elle raconte. Et en racontant, et en passant souvent par des épreuves ou des drames, elle finit par nous faire comprendre ce qu'elle veut nous dire. La suite de la Genèse, c'est de constater
que ça va être le déluge. En fait, ce qui s'est multiplié, ce qui a dominé, c'est la violence et la méchanceté. Voilà. Et Dieu va dire stop par le déluge, voilà, en prétextant on va faire table rase de tout ça. Mais la finalité du déluge, c'est que finalement Dieu va pouvoir dire j'établis mon alliance avec tous les êtres vivants. C'est ça qui va, dénouer la crise. Établir son alliance avec tous les êtres vivants, ça reprend la phrase du pape. Tout est lié. Dans Laudato Si. Voilà. Oui. Alors, qui sont les êtres vivants? Est-ce que c'est que les humains ou c'est aussi les plantes, les animaux, les vers de terre, les orties, les ronces? C'est aussi ça, les êtres vivants, et chacun a une utilité. Donc, comment travailler une agriculture qui considère l'ensemble du vivant comme des partenaires? Oui, on l'entend très bien dans ce que vous dites, Arnaud, Manon. Nos politiques agricoles doivent nous mener à une véritable transition écologique. Mais alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment on passe à l'action? On en parle ensemble dans cette troisième partie. Manon, le pape François, dans son encyclique Laudato Si, appelle tout le monde à une agriculture durable et diversifiée, je cite ces mots. Est-ce que c'est réaliste pour vous? Comment le secteur agricole français peut entamer une transition concrètement? C'est vrai qu'en tout cas, il va falloir que cette transition-là, elle soit globale. C'est difficile de... C'est hyper important qu'on voit les choses à l'échelle française, mais il y a des structures comme la Via Campesina qui pensent les choses aussi de manière mondiale et notamment à l'impact qu'a l'agriculture occidentale sur les marchés des pays du Sud global. Après, on a vraiment besoin que ce soit des changements de politique agricole, notamment au niveau de la PAC, au niveau européen. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives qui vont dans le bon sens, mais qui malheureusement n'arrivent pas à perdurer parce que le système les empêche de le faire. Je pense notamment en Bourgogne, une initiative sur un abattoir mobile qui allait de ferme en ferme. Et donc il y avait cette initiative d'abattoir mobile, mais qui s'appelait le bœuf éthique et qui n'a pas pu perdurer pour faute de modèle économique, mais en fait qui n'est pas viable dans le système actuel où tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues à ce genre de projet, quoi. Je vous propose maintenant de retourner en Vendée dans la ferme de Frédéric Martineau. Il a abandonné l'élevage de vaches laitières pour faire de la production de viande et de la vente en direct. Et peu à peu, année après année, Frédéric fait évoluer sa ferme pour être plus respectueux de l'environnement. Un reportage de Marine Belmonte. Donc là, il y a du maïs. Donc on est au 4 juillet, il devrait être haut comme ça. Le changement climatique fait que on a juste semé. J'étais obligé de l'arroser pour qu'il lève. Et en même temps, il a noyé dans des endroits parce qu'il y avait trop d'eau. L'antagonisme du changement climatique. Allez, hop. À 5 ans, je voulais être maçon. Et à 8 ans, je voulais être agriculteur. Donc, j'ai pas tellement changé d'avis. Donc, en 1993, je me suis installé avec mon père et mon oncle en production laitière et céréalière. Mon père est parti en retraite en 2003. En 2012, mon oncle est parti en retraite. Ma femme a pris sa suite. Là, on a continué les vaches laitières et les céréales pendant 5 ans. On a décidé d'arrêter la production en 2015, la production laitière, pour la transformer en production viande, pour utiliser les prairies naturelles qui étaient sous exploitation. Aujourd'hui, on fait toujours de la production viande et de la production céréalière. En 2017, j'ai commencé la vente directe. Là, c'était la vente directe de survie. Je me suis dit, ouais, ça, il faut le faire. Sinon, on ne va pas s'en sortir, économiquement et psychologiquement aussi. De faire de la vente directe, ça permet de rencontrer des gens qui ne sont pas du milieu. On va prendre des sacs. Là. Qu'est-ce que je vous mets? Un mélange... Blé maïs. Maïs concassé. Et le plein de chaque? Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'il vous fallait? Ouais, maintenant on va aller chercher la viande, ok. le colis de viande. D'accord. Donc je vous dois 10 €. Les perspectives pour l'avenir de l'exploitation,
Il y en a plusieurs. On a un projet qu'on a mis sur le papier, qu'on a essayé de développer depuis 2020, qui est un projet agro-touristique. L'objectif, ce serait d'accueillir des touristes sur site pour faire visiter notre belle île, leur faire découvrir le milieu avec tous les oiseaux, la rivière avec des activités nautiques, les balades à vélo, enfin du slow tourisme en tout cas. Dans cet objectif d'accueillir, on s'est dit si on accueille pour loger la nuit, pour dormir, ça serait peut-être bien d'accueillir pour manger aussi. Donc on a pensé à un restaurant et le restaurant, il faut de la matière première. Et on s'est dit que produire la matière première sur l'exploitation, ça serait super génial. On pourrait permettre à des gens de venir se former au maraîchage, de venir faire du tourisme et à la fin de manger le produit qu'ils auront cultivé, arraché, préparé et ils se retrouvent dans leur assiette à la fin. Ça, c'est la perspective d'avenir, oui, c'est de transformer la ferme sur de la production maraîchère avec le reste de la ferme servirait plus à apporter de la matière organique pour enrichir, fertiliser les sols en maraîchage. Et ce serait vraiment un objectif qui me tiendrait à cœur pour ma fin de carrière. Arnaud, vous connaissez de nombreux agriculteurs qui voudraient changer leurs pratiques, mais qui se démènent d'abord pour survivre. Puis j'imagine qu'en tant que prêtre, vous écoutez aussi beaucoup de témoignages d'agriculteurs qui souffrent. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là et qu'est-ce qui pourrait les aider ? Bien, c'est pouvoir en parler, voilà, et avoir la chance d'être écouté. À Solidarité Paysan, comme dans d'autres organismes, comme les CIVAM, les centres d'innovation et de valorisation de l'agriculture, voilà, c'est la multiplication des groupes de parole qui semble le plus fécond pour pouvoir permettre à des agricultrices ou à des agriculteurs de pouvoir parler. Et y compris aussi je cite à l'occasion, des groupes d'agricultrices, entre femmes, voilà, on peut parler. C'est assez poignant et émouvant. Entre femmes, on peut parler, mais avec les hommes, on n'y arrive pas, quoi. Donc, pouvoir parler ensemble, et ces groupes de parole me paraissent fondamentaux pour pouvoir dire, tiens, mais voilà, j'ai envie de ça. Est-ce que c'est pas tout à fait ce que fait mon voisin, c'est pas ce que j'ai appris à l'école, et pourtant, je sens que je peux évoluer, quoi. Les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Eh bien, mettre en commun ses problèmes, ses projets, ses capacités d'innover, son idée de pouvoir inventer des outils qui vont être plus adaptés à ce que je suis en train de produire, ça permet d'évoluer. Et c'est vraiment réconfortant d'entendre, je pense à Emeline, qui a dit mais ces groupes de parole, moi, ça m'a aidé. Et en plus, c'est gratuit, parce que la relation qu'ils ont avec d'autres institutions ou des commerciaux, les conseils, c'est pas gratuit. Or, dans des groupes de parole, cette gratuité, elle s'est fait vraiment... j'entends beaucoup de témoignages qui ont fait vraiment évoluer et puis où ils prennent du plaisir, quoi, à partager ce qu'ils vivent. Eh bien, je vous propose d'aller tout de suite maintenant à la rencontre d'Ingrid et Étienne qui ont fait le choix d'une agriculture biologique pour vivre plus en harmonie avec la création. Regardez. 6 années de culture de légumes bio avec mes fidèles amis les ânes, mon plus vieux Malthus, mon fidèle, qui a plus de 30 ans. Les 4 autres qui, eux aussi, assurent maintenant le travail des champs, l'entretien, la récolte des légumes, et qui aujourd'hui donnent à cette ferme une tonalité toute particulière, puisque les gens ne viennent plus seulement pour les légumes, mais viennent surtout pour les voir, eux, ces animaux, voir cette coopération, collaboration qui existe entre nous, cette amitié. En travaillant en tant que maraîcher en permaculture, j'ai pris conscience de la valeur de tout travail parce qu'il est voulu par Dieu et service du prochain. On essaye de répondre aux attentes et aux demandes de nos clients. Ce rythme de la terre, ancestral et simple finalement, m'a permis d'entrer dans une sobriété apaisante et dans un rythme différent, celui des saisons et de la nature généreuse. Entretenir un jardin en permaculture, c'est participer à la grande abondance et diversité de la nature. Le travail devient ainsi collaboration à l'œuvre créatrice de Dieu. Quand l'émerveillement accompagne l'action, le travail devient action de grâce.
Manon Etienne nous dit dans son témoignage qu'avec la permaculture, il est entré dans une sobriété apaisante. C'est un terme un peu particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de formuler les choses? Et puis, est-ce qu'au MRJC, les jeunes agriculteurs que vous côtoyez disent un peu ça ou ils tiennent d'autres discours? C'est pas tout à fait les mots qu'ils emploieraient, je pense. Et je crois que c'est un discours qui est un petit peu loin aussi de celui qu'on aurait tendance à tenir. Par contre, c'est vrai que le MRJC, il a lancé il y a 5 ans de ça une initiative qui s'appelle le Tour de France Agri et qui propose à des jeunes pendant 2 semaines de partir comme dans une espèce de colo d'adultes un petit peu pour partir de ferme en ferme et visiter des fermes qui mettent en œuvre des initiatives différentes. Et il y a de plus en plus des participants à ce Tour de France qui ont fait des études en agronomie, qui sortent de certaines écoles et qui justement ont cette sensibilité de se dire que la voie vers laquelle on les a lancés, c'est pas tout à fait celle qu'ils veulent suivre et qui se posent des questions, qui aimeraient adapter un petit peu leur mode d'installation, en fait, qui juste simplement sont curieux de comment s'installer et qu'est-ce que je peux imaginer dans mon installation. En tout cas, il y a cette envie de découvrir une manière différente de vivre l'agriculture. Arnaud, est-ce que vous souhaiteriez nous donner un dernier conseil spirituel pour nos téléspectateurs pour conclure cette émission? En fait, prendre conscience que les saisons ont leur importance. Voilà, prendre du temps, respecter le temps, c'est aussi voir ce qu'on achète et où on l'achète. Aujourd'hui, il existe par exemple des AMAP ou des marchés de producteurs. Est-ce que ce qu'on achète, c'est en connexion avec les saisons? Nous disons toujours que nous sommes une société avec plein de connexions. Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait connecté à la météo, à la saison, à la production. Eh bien, si nous prenions le temps d'être plus connectés en mangeant ce qui est produit en saison, voilà, ça nous ferait du bien et ça nous apaiserait aussi, comme vient de le dire ce maraîcher. Merci beaucoup Arnaud Favard, merci beaucoup Manon Rousseau-Paillet d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.